Bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Je suis ravi de vous voir si nombreux et je vous remercie. Ça me fait chaud au cœur et ça va me redonner de l'énergie pour arriver à terminer cette conférence qui est quand même un peu fatigante. Il faut bien dire. Enfin, vous avez sur l'écran l'objet par lequel j'ai commencé. Essayez de comprendre la physique quantique. Vous en avez déjà vu, mais comme ça, papillon, plus gros que des éléphants. Jamais. En rêve. Oui, en rêve. Ça peut exister. Mais c'est exactement ça que je voulais dire. Dans notre tête à nous, on peut très bien avoir un éléphant aussi grand. On peut très bien avoir un haricot géant sur lequel on grimpe, et on va chez les géants, etc. etc. Ça, c'est pour notre tête, c'est pas difficile. C'est évident. Ben, c'est un peu ce sur quoi je vais parler. Pas de question. Donc, le monde quantique. Je vais essayer de vous dire quelques mots. Bonjour, bienvenue. Je vais essayer de vous dire quelques mots. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il n'y a pas besoin de ça. Non. Il faut que je contrôle tout le temps. Ça utilise des neurones de mon cerveau qui sont bien mieux utilisés à autre chose. Donc, je voudrais remercier, c'est les remerciements, après avoir remercié évidemment le CCAS, madame, Evna aussi, je remercie profondément, et je remercie aussi Adam, Ève, le CIP et Démocrite, qui étaient des braves Grecs de à peu près, je crois que c'est moins 600, moins 700 par là. Surtout M. Épicure, c'est pas que j'ai beaucoup de plaisir à être épicurien, mais M. Épicure a fait beaucoup de choses intéressantes sur la physique, qui s'est occupé beaucoup de physique, Épicure. Et c'est lui qui a inventé le clinamen dont je reparlerai. Le clinamen. Monsieur Leibniz, qui s'est intéressé à l'identité des choses, et je vous en parlerai tout à l'heure, et surtout Monsieur Kant, Emmanuel Kant, qui est un type qui est absolument imbuvable pour son écriture qu'il a. Arrivé à essayer de comprendre ça, j'ai passé toute ma vie pour essayer de comprendre un petit peu quelque chose de ça. J'ai été aidé par Monsieur Martin Heidegger, qui lui-même a essayé de comprendre ce que voulait raconter Kant, Emmanuel Kant. Et après, j'ai bien rigolé avec Wittgenstein et Michel Serres. Michel Serres, que j'aimais beaucoup comme philosophe, c'est un des très bons philosophes, à mon avis, que notre pays est fourni. Ça, c'était pour le côté philosophie. Sur le côté de la physique elle-même, de l'invention du monde quantique, évidemment, vous avez M. Planck. Planck. La base de ça va être M. Planck. On va planquer tout derrière M. Planck. M. Young, je vais en parler beaucoup des fentes Young, c'est des fentes qu'on montre aux étudiants pour leur montrer ce que c'est qu'une interférence. Je vais parler aussi un petit peu de Émile Noether. Il y a une femme quand même parmi tout ce groupe d'hommes. Je suis désolé, j'en ai cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais par contre, Mme Noether est très centrale et il n'y a pas grand monde parce que c'est une mathématicienne vraiment. C'est vraiment, c'est pas une chose facile. Je veux dire, c'est de la physique et des mathématiques théoriques profondes. Néanmoins, les résultats sont faciles à comprendre. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Albert Einstein, quand même un petit peu, parce qu'il est aussi à la base de l'invention du monde quantique. Après, il y a M. Born, qui est clé, parce que c'est lui qui a fourni la seule réponse correcte que je connaisse. C'est lui qui l'a proposé. Il a mis 5-6 ans pour se faire publier. Comme quoi la réponse n'était pas très bonne. M. Schrödinger, évidemment, M. Schrödinger, c'est lui qui a fabriqué les ondes, toute la partie ondulatoire de... Bonjour. Salut. Toute la partie ondulatoire de la théorie. Monsieur de Broglie qui a posé, parce qu'il a quand même qui a supposé que la matière pouvait avoir les mêmes propriétés que les photons, que la lumière. Et ça, c'est très nouveau aussi. Et c'était vrai. Et puis, après, Heisenberg, Dirac, ça c'était les grands patrons de ce changement, de la construction de ce monde. La dernière ligne, c'est mes copains, les gens qui m'ont accueilli dans le laboratoire de Nice, parce que c'est là que j'ai fini mes études et après j'ai fait une thèse, j'ai devenu professeur. Lévi Leblanc est relativement connu des gens qui s'intéressent à la science parce qu'il a fait des tas de bouquins sur la physique, etc., et en particulier sur le quantique. Monsieur Le Bellac aussi, qui était mon prof de base. Françoise Guérin qui m'a ramené d'Orsay, parce qu'elle est venue à Orsay. Elle m'a dit qu'à Orsay qu'on m'a ramené ici. Kevin Cahill, qui a été le premier à me poser le problème de pourquoi il n'y a pas de papillons gros comme des éléphants. David Vygotsky, qui est un jeune pour moi, parce que maintenant il a 40-50 ans, et qui m'a montré un peu des choses sur les ordinateurs quantiques et des choses comme ça, dont je ne sais pas si j'aurai le temps de parler, mais j'essaierai d'en dire 2 mots. Et puis voilà. Et puis plein d'autres que j'ai oubliés, et qui... Absolument désolé de vous avoir oublié, vous autres que j'ai oubliés, je ne sais pas si ce sont là ça. Voilà. La base de la compréhension, parce qu'il faut aller profond quand même pour essayer de comprendre ça, la base de la compréhension de la chose, c'est de se rappeler que notre langage n'est pas constamment, on n'a pas de possibilité de langage s'il n'y a pas d'autre. Si on est tout seul, il n'y a pas de raison de parler. Il n'y a pas de raison d'avoir un langage. Donc, l'autre, le fait qu'il y ait autre chose que moi, ça m'oblige à parler. Ça m'oblige à dire des choses. Ça m'oblige à décrire des choses. À dire où elles sont. Quelle vie elles ont. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, etc., etc. Ça vient de l'existence de non-moi. C'est pas moi. Les choses, c'est l'ensemble de ce qui n'est pas moi. C'est quand même curieux, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ça nécessite un espace, c'est ce que je viens de dire. Ça signifie aussi l'existence de la géométrie. Parce que quand on a un espace, on essaye de faire des savoirs, des distances, pour dire à mon voisin, tu ne vas pas au-delà de ça, c'est à moi, etc., etc. Et ça nécessite un temps aussi. Il faut qu'il y ait un temps, parce que s'il n'y avait pas de temps, mais je serais comme ça. Je ne bougerais pas. Il n'y aurait pas de vie. S'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de moi. Je nécessite un temps. Le temps. Le temps existe. Les objets donc, se déploient dans un espace, dans le langage, dans la langue. Les objets sont décrits avec notre langue. C'est notre langue qui dit ce que sont les objets. Ces objets sont... Et les propriétés de ces objets sont manipulables avec les mathématiques. Ça, c'est une base aussi qu'a indiqué M. Kant, Emmanuel. Les mathématiques sont nécessaires pour la vision des objets propulsés par Kant. Les choses, vous prenez une chose, une chaise, une table, n'importe quoi. Les choses ne changent pas si on les tourne. D'accord. Une chaise ne va pas devenir une table parce que je la tourne. Ne change pas quand je la mets à côté,
je translate, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, dans notre tête, ça ne change pas quand on dilate. Parce qu'on peut prendre des haricots à voir dans notre tête. Pour notre tête, on peut très bien avoir des haricots gigantesques et des éléphants volants. Jumbo, hein, c'est ça? Dumbo. Voilà. Donc pour notre tête, les objets, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas être gros, petits, etc. D'ailleurs, une chaise, ça peut être une petite chaise, ça peut être une grosse chaise, ça peut être une chaise gigantesque, c'est une chaise. Il n'y a pas de taille dans la définition, dans notre cerveau, il n'y a pas de taille de taille donnée dans la définition. On pourra dire, oui, une chaise pour nous, ben c'est mieux que ce soit à peu près 50 cm du sol, etc. Ça, c'est vrai. Mais le mot chaise, celui qu'on a dans le crâne, qu'on a dans le crâne, lui, il s'en fout. Le mot chaise, dans notre cerveau, c'est une chaise. Point barre. Remarque. Ah oui, remarque. Quand j'ai parlé de mathématiques, quand j'ai parlé de notre cerveau, il s'agit de notre cerveau tel que le mien est, occidental. Le cerveau du développement de notre civilisation, celle qui est technique, notre civilisation technique. Ça ne parle pas de la façon dont le monde est envisagé, par exemple pour les tribus qui sont en Amazonie, qui ont leur propre façon de voir le monde, qui est différente de la nôtre et qui est probablement aussi efficace pour leur monde. Là, on est dans notre monde ici, technique. Tels que nous les connaissons à l'heure actuelle. Alors là, vous allez essayer de me croire quand même si je n'aime pas le mot croire. Tels que nous connaissons à l'heure actuelle les lois fondamentales du monde. Et les deux lois fondamentales du monde, c'est la gravitation, on sait écrire les équations de la gravitation, et l'électromagnétique, la lumière. Ça aussi. Ces trucs-là s'en foutent de la dilatation. Il n'y a pas de taille nécessaire, minimum, maximum, etc., dans la gravitation. Ni dans l'électromagnétique. Les lois sont comme ça. Ça a besoin aussi, nous avons besoin dans notre tête, pour avoir un bon objet, qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Donc quand je le pousse, d'une certaine façon, il aille là, et puis si je recommence, il aille au même endroit. Et puis s'il bouge, il faut qu'il y ait une cause. En fait, la cause est nécessaire. Dans notre monde, dans notre tête, quand quelque chose fait, quand quelqu'un fait quelque chose, c'est qu'il y a une cause. Même si ça peut être le papillon qui bat des ailes en Chine, je ne sais pas, qui provoque un ouragan. La théorie du chaos. La théorie du chaos. Il y a besoin d'une cause. Nos objets sont avec des causes. L'autre chose qui est un peu délicate, c'est l'unicité. Si vous avez un objet, vous ne pouvez pas avoir deux objets ayant les mêmes propriétés, au même endroit, au même temps. Parce que deux objets avec les mêmes propriétés, au même endroit, au même temps, ben, il n'y en a qu'un. C'est essentiellement ça. Ça, c'est Leibniz qui a travaillé là-dessus aussi, pas mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'unicité. Nos objets ne peuvent pas se séparer, ne peut pas y en avoir deux au même endroit, etc. Ça, c'est des choses classiques. Alors, je vous appelle, pour votre culture, pour certains d'entre vous, très, très peu probablement, ceci sont les propriétés transcendantales des objets. Transcendantales voulant dire exactement la chose suivante. Ce sont les propriétés a priori, avant tout objet, à laquelle doivent répondre les objets. Les objets doivent avoir ces propriétés-là
a priori, parce qu'autrement on ne les comprend pas. On ne peut pas les intégrer dans notre cerveau. Et c'est ça que M. Kant a développé par un livre qui est enquiquinant à lire et que je vous souhaite bien du plaisir si vous êtes. Mais pourquoi pas? Ça peut vous distraire. Pour vous endormir. Alors, pourquoi donc n'y a-t-il pas de papillons gros comme des éléphants? J'ai posé la question à une dite intelligence artificielle. Et elle m'a répondu, ouais, bon, c'est parce que les choses biologiques n'ont pas tout à fait la même, ne fonctionnent pas de la même manière, et blablabla, et blablabla. Je ne vois pas ce qui empêcherait les choses biologiques de fonctionner de la même manière si leurs constituants augmentaient, avec les forces qui augmentaient, etc., ça ferait la même chose. Donc la réponse n'était pas là. C'était une réponse de mauvais élève, je dirais. Une réponse de mauvais élève au sens où on peut en trouver dans des copies de bac. Et la réponse, M. Démocrite, lui, avec son professeur, il avait déjà engagé quelque chose. Il avait dit des atomes existent. Vous vous rendez compte à l'époque? Moins 700 avant Jésus-Christ, moins 600 avant Jésus-Christ. Et les atomes existent, et M. Épicure a dit, oui, les atomes existent, et en plus, ils ont une taille minimale. Mon Dieu. Ça, alors. Une taille minimale, vous ne vous rendez pas compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout conscient. C'est pas normal d'avoir un truc comme ça, puisque dans notre cerveau, c'est pas possible. Ces atomes, ils ont été vérifiés expérimentalement au XIXe siècle. Donc, M. Épicure avait parfaitement raison. Et plus que ça encore, comme vous verrez à la fin. Une constante qu'on a mesurée permet, et le substratum de tout ça, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Et c'est 0,00031 fois. Ou 32 fois. 34. Voilà. Ça c'est en unité macroscopique, en unité de nous, des joules et des secondes. C'est nos unités à nous, sont à notre taille. Vous voyez que c'est petit quand même. Hein. C'est pas très gros. Les atomes, deuxième diapositive sur les atomes. C'est pas grand, mais ça suffit. Pour le plus petit atome, c'est l'atome d'hydrogène. Il y a un proton et un électron qui circulent autour. Là, c'est pas bon. La taille, c'est 0,5, grosso modo 0,5 nanomètres. Nanomètre, c'est 0,905. C'est pas grand, mais c'est la taille d'un atome. Ça. Et il n'existe pas du tout dans notre nature, dans la nature que on a pu tester, vérifier, voir. Notre nature. Il n'existe pas d'atome 2 fois plus grand. D'atomes d'hydrogène 2 fois plus grand. Il existe des atomes 2 fois plus grands, mais ce n'est pas des atomes d'hydrogène. C'est des atomes plus compliqués. Avec plus d'électrons, etc., etc. Donc, ça signifie qu'il y a une brique de base, et que si on veut doubler la taille d'un objet, on ne peut pas doubler la taille de l'atome. Donc, on est obligé de les empiler. Et au lieu d'avoir les mêmes atomes plus grands, comme la dilatation le demanderait, on a 8 fois plus d'atomes dans un objet à 3 dimensions. 8 fois plus empilés les uns sur les autres. Et alors, à ce moment-là, il est normal que les lois, parce que c'est plus le même objet, c'est plus un objet dilaté, c'est plus le même objet, les lois, après, qui régissent les rigidités des ailes, etc., peuvent très bien changer. Vous pouvez reprendre l'intelligence artificielle, elle vous donnera toutes les possibilités de ça. Je précise que nous avons trouvé sur notre Terre de l'hydrogène. Il n'y en a pas avec 2 fois la taille. Par contre, pour les petits celtiques, je vous signale que dans l'univers,
on a trouvé des raies, ce qu'on appelle des raies, je vous expliquerai tout à l'heure, des raies d'hydrogène, mais elles n'étaient pas au même endroit, elles étaient décalées. Alors, on a expliqué ça par une affaire de pompiers, vous savez. Vous voyez le son qui change quand on croise une voiture de pompiers. C'est ça, l'effet Doppler. Et cet effet Doppler-là, c'est ça qui nous permet d'expliquer ça, mais c'est nous qui l'avons pensé. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas exister, on n'en sait rien. C'est une théorie. Il faut bien comprendre ça. Donc, je reviens sur mon sujet. Voilà, ça c'est j'ai déjà dit. Alors, fin 19e, on regarde ces atomes-là et on regarde la lumière qu'ils émettent. Et on s'aperçoit que les atomes émettent des lumières, mais pas comme le Soleil, pas comme le tungstène, des lampes à vapeur à filament de tungstène. Ce n'est pas de la lumière comme ça. C'est de la lumière qui est sur des longueurs d'onde spéciales. C'est-à-dire du bleu, du rouge, mais pas un mélange. Des choses très séparées. Ben, pour expliquer ça, les gens qui théorisaient de la théorie quantique, eh ben, ils ont compris que les atomes, vous pouvez les décrire en couches, comme les oignons. Vous avez donc des couches, comme ça. Et les électrons peuvent être sur les couches, ne peuvent pas être entre les deux. Et si un électron passe d'une couche à l'autre, en descendant par exemple, il émet de la lumière. Et s'il reçoit de la lumière correspondante à cette différence entre les couches, eh bien, il absorbe la lumière. Donc les atomes peuvent absorber de la lumière et la réémettre. Donc ils peuvent absorber de la lumière blanche, de la lumière ordinaire, et réémettre seulement de la lumière rouge, bleue, verte, etc. Ça, c'est un point qu'il faut avoir dans la tête, parce que pourquoi? Si on comprend ce modèle, disons, en couche atomique, à ce moment-là, c'est le début, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, de ce qui va être le développement de la chimie. On va pouvoir classifier les atomes, savoir leurs propriétés électriques, parce que celui-là, il a tant d'atomes, celui-là, il a tant d'électrons, celui-là, il a tant d'électrons qui attendent un copain, celui-là, etc., etc. Et les propriétés chimiques peuvent se déduire. Et ça va faire l'ensemble de l'industrie chimique après. Les gens qui font de la chimie font de la chimie quantique maintenant, ils ne font pas de la chimie n'importe comment. C'est pour ça que je dis que le monde quantique, il est beaucoup plus gros qu'on imagine. Mon cul est fait avec des choses quantiques. Puisqu'il est fait avec de la chimie. C'est pas du moutons. Du plastique. Maintenant, je voudrais... Alors, si vous avez... là, j'ai fini une première partie. La partie papillon et les photons. Et puis, je vous ai introduit les atomes. Je vais maintenant parler un peu plus profondément de la nature de la physique quantique elle-même, en tant que telle. Parce que là, je n'en ai pas beaucoup parlé, j'ai dit qu'il y avait âge large. C'est tout. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc, si vous avez des questions préalables. N'hésitez pas. Quand je pose une question dans une assemblée comme ça, les gens se retournent en me disant « Mais pourquoi tu poses des questions, tu déranges, etc. » Vous ne dérangez pas du tout. Oui. Le passage de l'électron d'une couche à l'autre ne change pas la taille de l'atome. Non. Pas du tout, c'est des couches, c'est des trucs mathématiques. Ça dégage juste quand vous dites de la lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout ça l'absorbe, suivant le... Oui, suivant que ça vienne, c'est pas. Mais ça peut absorber de la lumière. Alors, comment on définit la taille de l'atome? Il faut la théorie. Là, je ne peux pas vous l'expliquer. Là. Non, parce qu'il y a le noyau, oui, parce que l'électron, on ne sait pas trop où il se place. Comment ça se fait? Non, l'électron, il est n'importe où. C'est pas du tout l'image que j'ai donnée. Hein. Oui, c'est ça, justement. C'est ça qu'il faut expliquer, parce que le passage d'une couche à l'autre, on a plutôt tendance à penser que ça gonfle l'hydrogène. C'est
Enfin, si on veut, on peut s'amuser à gonfler l'atome d'hydrogène. C'est ce qui vient à l'esprit. Oui, oui. Donc, comment Oui, ça marche. On peut faire passer l'hydrogène qui soit un peu plus gros, effectivement. Mais ce n'est pas l'état de base. dans toute l'électronique, Oui, exactement, il y en a partout. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Les transistors, tout ça, c'est vraiment de la physique quantique et on en est bourré. Vous avez de la physique quantique dans vos portables. Puisque vous avez des oui. Entre deux couches, comment est l'électron et quelle est sa nature quand il est... Tout à l'heure. Il ne faut pas aller plus vite. Je vais d'abord vous parler de... Vous savez qu'en fait, il y a un problème d'ondes et de particules. Donc je vais décrire les particules et les ondes telles qu'elles sont dans notre monde classique. D'accord? Comme ça, on verra la différence. Les particules classiques. D'abord, on imagine ça comme un petit grain de sable. Tout petit, ça a peut-être une masse, ça a peut-être une énergie, ça a peut-être une vitesse, on s'en fiche un peu. C'est des choses classiques, on les imagine très bien. On peut même ajouter quelque chose que si on les fait tourner comme ça, comme une toupie, et ben ça a ce qu'on appelle un moment angulaire. C'est comme une toupie. Ça tourne, ça continue à tourner comme s'il n'y a rien autour qui l'empêche, ça continuera éternellement à tourner. Une toupie, quand vous donnez une toupie à votre gamin, vous lui donnez une énergie en appuyant sur la... Vous savez, le truc. Et puis, mais s'il n'y avait rien pour le freiner, s'il n'y avait pas d'air, s'il n'y avait pas de machin, elle tournerait éternellement. Donc, une particule, ça peut être une petite toupie. Ça, c'est une image de notre particule à nous. Elle est parfaitement kantienne, au sens d'Emmanuel Kant, c'est-à-dire qu'elle répond à tous les prérequis de la physique classique. Mais il y a des particules, maintenant on commence à les voir, on commence à en parler, qui ne sont pas classiques. C'est ce que je viens de dire. Les atomes ne sont pas vraiment classiques. Après, les électrons, tout ça, les protons, les neutrons, je ne vais pas vous parler de tout ça, mais ils ne sont pas classiques non plus. Il n'y a rien qui soit classique à partir de ce niveau-là, de petitesse. Les choses ne sont pas classiques. Alors, plutôt que d'appeler ces machins quantiques comme des objets, je vais les appeler des quobjets ou des quantons. Ça, c'est les Villelon qui préféraient quanton. Et je me dis, c'est quobjet plus général. Je garde quobjet. Quobjet comme quantique objet. Alors, maintenant, je peux parler des ondes. Puisqu'on a parlé des particules, je peux parler des ondes. Qu'est-ce que sont les ondes? Les ondes, vous les connaissez, bien sûr. Il suffit d'aller au bord de la mer pour voir. C'est décrit par le petit point qui monte. Là, vous voyez que ça oscille. C'est le milieu, par exemple, qui oscille comme ça. Une goutte d'eau qui est dans la mer. Un bouchon dans la mer qui oscille. Et la vague a une vitesse aussi. On peut éventuellement la localiser parce qu'on peut arriver à faire des paquets d'ondes qui sont très localisés, qui sont petits, qui grossissent, qui sont petits. On peut se localiser quand même un peu. Enfin, c'est pas vraiment la caractéristique de base d'une onde d'être local. C'est un truc qui est... Et surtout, ça nécessite... Alors là, vous avez un tambour aussi, vous voyez? On voit une onde qui se propage sur le tambour. C'est une... On ne voit pas très bien, mais j'ai trouvé que ça comme... Quand on nous le dit, on le voit. Mais ça nécessite pour tous ces trucs-là, et puis aussi le son. Ça vibre, et ça transmet un son. Ah là, 440. Non, c'est pas moi ça.
Les ondes classiques, je vous dis les vagues de la mer, l'air et n'importe quelle substance. Vous tapez sur un bout de ferraille, il y a un son qui se propage. Dans une cloche, il y a un son qui se propage. On peut parler, je parle, le son se propage. Mes cordes vocales vibrent à 440 Hz. Et ça produit un son qui se propage. Et l'onde se propage. C'est une onde de pression pour l'air. C'est une onde dans le maillage des... Pour un métal, c'est une onde. Pour quelque chose de cristallin, c'est une onde dans les propriétés du maillage. Solide. Voilà. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une onde. Ça, c'est une onde classique, tranquille, gentille. Une onde un petit peu moins classique, c'est la lumière. Parce que la lumière... Alors, est-ce que tout le monde sait que la lumière, c'est la même chose, que c'est la même propriété, c'est le même truc de base que les rayons ultraviolets, que les rayons X, que les rayons gamma, que les ondes radio? C'est la même chose. En fait, pour faire de la lumière ou pour faire des ondes radio, il faut prendre des charges électriques et puis les agiter un peu. Quand on agite une charge électrique, eh ben, ça émet des ondes. C'est des ondes radio, c'est des ondes de lumière, c'est des ondes tout ce que vous voulez. Dans votre micro-ondes, vous avez une petite boîte qui fait s'agiter, avec des électrons qui s'agitent dans la paroi, et qui fait s'agiter la paroi, et qui crée donc des ondes à cette taille, qui sont centimétriques comme ça. C'est les seules ondes qui soient dangereuses pour nous, parce qu'elles font résonner l'eau, puisque c'est comme ça qu'elles chauffent. Hein, les ondes des micro-ondes, ça fait résonner l'eau. Ça fait s'agiter l'eau. Oui, il y a un magnétron, je ne suis pas très technique. Donc, ces trucs-là, ces ondes sont un peu spéciales parce que quel est le milieu? Dans les ondes d'avant, on avait un milieu. On avait soit l'eau, soit le métal, soit l'air, soit on avait quelque chose. L'éther. Et alors, on a inventé l'éther. L'éther, oui, l'éther, c'est un machin qui, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais c'est un truc qui est là. Et puis, en remuant l'éther, ça fait les ondes qui se propagent dans l'éther. Ouais, sauf que, si vous avez des ondes, on revient au pompier, si vous avez des ondes qui se promènent, si vous avez une source d'ondes de lumière qui se promène comme ça, dans cette direction-là, ça va faire comme les pompiers, ça va être plus aigu. Par contre, dans l'autre direction, ça va être plus grave. Le son ne va pas tout à fait être le même. C'est l'effet pompier. Etc. Donc on peut faire une expérience et regarder si je tourne, si je regarde cette lumière dans la direction du voyage de la Terre, ou vers l'avant ou vers l'arrière, ou de côté. Si on change, parce qu'on imagine que l'éther, c'est quand même un peu associé au Soleil, au moins au Soleil. On n'a pas encore pensé la galaxie, mais bon. Donc, messieurs Michelson et Morley ont mesuré la vitesse de la lumière, parce que ça se mesure, c'est facile. C'est très facile à mesurer. C'est très facile. C'est assez facile. De mesurer la vitesse de la lumière, et l'onde, ils sont aperçus que l'onde qui partait d'un côté et l'onde qui partait de l'autre, eh ben, c'était les mêmes. Ah! Alors, non seulement cette expérience a ouvert le champ de la relativité restreinte, et Einstein l'a bien compris. Et deuxièmement, ça a indiqué qu'il n'y avait pas d'éther. C'était pas ça. Donc il n'y a rien. C'est une onde qui ondule sur rien. C'est quand même un peu curieux. Ah. Je parle toujours des ondes classiques, là. Un peu moins classiques, ça c'est de la lumière.
Et je vous décris ce qu'on appelle l'expérience des fentes Young. Ça, c'est facile à comprendre. Vous prenez un grand écran, vous faites deux fentes assez proches l'une de l'autre quand même, toutes petites, vous éclairez. À la sortie de l'autre côté de votre écran, vous avez deux sources lumineuses qui viennent des deux fentes. Eh bien, vous apercevez que ces sources lumineuses, elles interfèrent. C'est-à-dire que l'onde qui vient de droite et l'onde qui vient de gauche s'ajoutent. Il y a des moments où elles se retranchent, il y a des moments où elles s'élèvent. Donc ça fait des oscillations. On peut les calculer, c'est facile. C'est à la portée de n'importe quel étudiant de première année. Donc vous voyez, c'est raies. C'est là où il y a de la lumière, les interférences sont bonnes, positives. Là où il n'y a rien du tout, ça veut dire que les deux ondes se sont annulées. Ce sont une dans un sens, l'autre dans l'autre. Le résultat, c'est rien. A. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand on s'aperçoit qu'en baissant très profondément la luminosité de la source qui est devant l'écran, jusqu'à presque rien, on observe ça. Ici, vous ne les voyez pas parce que c'est trop loin, mais il y a 10 petits points. N'importe où sur l'écran. Un peu plus tard, c'est ici, et il y a 100 petits points. Ils sont sur l'écran, on ne les voit pas bien. Je suis désolé, mais ça, la précision de la... À 1000, on commence à voir des choses à 1000, vous voyez quand même, on commence à voir des... À 10 000, on voit les bandes, on les voit. Et quand on arrive à évidemment 100 000, on a retrouvé des franges d'interférence. Donc, non seulement c'est plus longue, la lumière, bien sûr, puisqu'elle est fabriquée comme ça, mais au nombre de je ne sais pas quoi. Mais deuxièmement, elle arrive par petits points. Elle arrive par petits chocs. Et ces chocs, ils sont n'importe où. Ils apparaissent comme ça, aléatoires. Là, ça pose un problème quand même. La lumière, qui était une bonne lumière, tranquille, classique, quantum, interférence, blabla, tout ça, oui, mais quand ils arrivent, la lumière est très faible, ils arrivent un par un. Ces petits grains aléatoires, on dit que ce sont des photons. On appelle ça des photons. Les photons, alors les photons, c'est quand même plus ou moins passé dans le domaine public. Et tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un photon. C'est un grain de lumière. Ces particules sont de masse nulle. Ça, c'est un... Je ne vais pas vous le prouver, mais c'est de la relativité. Ces particules sont de masse nulle. Elles sont de spin. Un spin, c'est la rotation. C'est la propriété de rotation. C'est des petites toupies dont le moment cinétique, c'est-à-dire la mesure de cette rotation-là, est 1 h bar. 1 h, le h de tout à l'heure. Le h quantique. Et elle voyage à la vitesse de la lumière, ce qui est normal pour de la lumière. Reste le problème de comprendre qu'est-ce qui oscille. Quel est le milieu? Ça ne s'arrange pas du tout. Dans les années 25, par là, M. De Broglie dit pourquoi les électrons, les particules, etc., n'auraient pas des propriétés ondulatoires, elles aussi. Puisque la lumière a des propriétés particulières, pourquoi les particules n'auraient pas des propriétés ondulatoires? Et on a envoyé des électrons sur des formes Young. Vous avez vu ce que ça donne? Ça fait des franges d'interférence. Donc, la matière elle-même, à ce niveau-là, ça fait des franges d'interférence. C'est quand même assez étonnant. Il n'y a pas de raison. Pour des particules ordinaires. Mais pour des particules qui sont des particules optiques, des quad G, eh bien, c'en est une propriété. C'est ondulatoire et c'est particulier. Les deux en même temps. Là, c'est un gag pour mes copains là-bas.
C'est les deux en même temps. Les particules, pas plus que les photons, ne sont kantiens, c'est-à-dire n'ont pas les propriétés qu'a donné Emmanuel Kant, les propriétés classiques. Donc on sait, puisque Emmanuel Kant avait démontré que ce n'était pas possible. Donc on sait a priori que ces trucs-là ne sont pas compréhensibles. Mais par contre, on peut très bien se débrouiller avec. Parce qu'on peut faire des calculs. Les ondes, ça obéit à des équations d'ondes, qui sont un peu les mêmes pour n'importe quoi, l'équation d'ondes. Donc il y a des équations qui peuvent fournir des renseignements sur comment les particules se déplacent sous forme ondulatoire, sous forme particulière. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici, je ne vais pas vous noyer. Mais sachez que les particules, donc, les unes derrière les autres, apparaissent de façon probabiliste, aléatoire, n'importe comment. Néanmoins, on peut calculer la probabilité en un lieu. Ça se calcule, et on peut s'en servir. Et si on ajoute des particules les unes derrière les autres, bonjour. Si on ajoute des particules les unes derrière les autres, on retrouve les ondes, comme vous voyez sur l'image d'avant, là, on retrouve les ondes, et donc on retrouve des trucs classiques. Donc quand on monte le nombre de ces particules à l'infini, presque, typiquement dans de la lumière, dans un bocal de lumière comme ça, il y a 10 puissance 32. Il y a 1 qui avec 32 zéros, non 23 zéros particules dedans. Vous voyez que 1 pas 10, pas 100, pas 1000, pas avec plein de zéros. C'est un grand chiffre, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et à ce moment-là, eh bien, on retrouve les particules classiques. On retrouve les ondes classiques. Les ondes classiques. En résumé, tant qu'il n'y a pas d'écran, tant qu'il n'y a pas un objet, quelque chose qui va mesurer c'est quoi objet, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va mesurer c'est quoi objet, eh bien, les ondes se propagent. Et puis en plus, alors là, c'est vraiment causal. C'est-à-dire, vous avez, si l'onde est comme ça à un moment donné, vous savez calculer comment elle sera là. Donc vous savez, la causalité, ça marche bien. Le problème, c'est que dès qu'on y met un instrument pour les mesurer, cet instrument, lui, eh bien, il est classique. L'instrument avec lequel on va mesurer les co-objets, lui, c'est un bon instrument classique, c'est un microscope, c'est un machin comme ça, c'est un truc, une plaque photo, c'est des trucs classiques. Ça existe. Pour nous. Mais pas pour le co-objet, non. Lui, il est obligé de se mettre dans la description classique. Donc, il devient particule à ce moment-là. Il est projeté sur la notion de particule par l'instrument. C'est l'instrument qui fait que l'onde se matérialise en un point sur l'écran. Nous avons accès à la probabilité de trouver. C'est quand même ça qui est important. Dans la limite que ça pose des problèmes métaphysiques, comme j'essaye de vous le montrer, ou que ça n'en pose pas, on s'en fiche. Les physiciens, les techniciens, ils s'en fichent. Ça peut se calculer. On peut voir comment ça marche. On peut faire les calculs, on peut prédire des choses, etc. Ça marche très bien. C'est une science qui a englouti le monde, presque. Le métal, les propriétés des métaux, les propriétés chimiques, les propriétés... Tout ça, c'est régi par des équations dont la base est très curieuse, parce que la base, c'est l'onde, c'est une amplitude de probabilité. Ceux qui s'amusent, c'est les probabilités. Ceux qui remuent comme ça, ce sont les probabilités. Et encore pire,
Ces probabilités, on ne sait pas et on ne peut pas mesurer sa phase. On ne mesure que son intensité. Donc, un, on ne voit pas la phase de l'onde, elle n'est pas visible. Deux, on peut très bien calculer l'intensité. Je crois qu'on arrive presque à la fin de cette première partie. On arrive au fait que le milieu dans lequel ça se propage, cette onde, que ce soit la lumière, que ce soit les objets, les électrons, etc., le milieu dans lequel il se propage, c'est un milieu mathématique. Et là, si vous comprenez, ben vous me faites signe. Parce que comment est-ce qu'un milieu mathématique pourrait avoir une existence classique? C'est pas non. C'est comme ça. C'est un milieu mathématique. Et c'est pas grave. On peut calculer avec. On peut faire ce qu'on veut. On peut fabriquer des nouveaux instruments, etc. Comme vous verrez, on fabrique bon, un peu plus tard. Bon, je m'arrête une seconde si vous avez des questions là. Oui. Si par exemple on ne peut pas connaître cette cause-là, elle est mathématique, soi-disant, elle est liée à quelque chose de mathématique. On va en parler. Ça veut dire que nous ne pourrons peut-être jamais comprendre celui qui a conçu cette idée mathématique. On ne peut peut-être pas le comprendre, mais on peut le calculer. Calculer, oui, mais pas comprendre l'origine. Ça, c'est sûr, pas comprendre. Voilà. Mais calculer, oui. Le hasard, Einstein disait, parce qu'Einstein n'était pas content de ça, hein. Einstein disait, Dieu ne joue pas au hasard, c'est votre question. Hein. Au dé. Ne joue pas. Les plus grands physiciens aujourd'hui que celui existe, c'est un grand mathématicien. Oui, enfin, qu'il existe ou il n'existe pas, ça je ne sais pas. C'est pas mon sujet ici. Les grands physiciens, certains grands physiciens, toujours, y compris Einstein, que si Dieu existe, ça doit être un très grand mathématicien. Peut-être. Peut-être. L'importance d'apprendre mieux à l'école. Oui. Question? Oui. Moi, j'ai une question. J'ai un problème avec le spin. Oui. Parce que, voilà, oui, mais ça va dans l'idée d'une particule style la Lune qui tourne autour de la Terre. Oui. On comprend. Mais en fait, on se rend compte que les électrons, Il tourne. ils tournent, mais ils sont flous, ils sont n'importe où. Oui. Donc, comment quelque chose qui est aussi flou partout en même temps peut avoir une rotation? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Une boule, ça je comprends, elle peut tourner à Oui. droite, à gauche, Oui. l'évogire, l'électrogire. Oui. Mais quelque chose de flou. C'est pas flou, hein. C'est une particule. Quand on la mesure, c'est un petit point. C'est un petit grain. Il a même une taille. On peut la calculer, la taille. C'est la taille électromagnétique. Et donc, en tant que particule, c'est tout petit. Est-ce que ça veut dire que c'est au moment où on la mesure, Oui. c'est-à-dire où on interfère, parce qu'on lui envoie des atomes ou des particules pour le mesurer, Ça. que c'est à ce moment-là que le spin se définit? Non. Ou est-ce qu'il existe un Il existe avant, mais il se concrétise. Je dirais qu'il se concrétise. Mais il existe. De fait, le co-objet a un spin. Il a ça comme propriété. Oui. Une remarque, quand vous dites que c'est à la fois une onde et une particule, le terme à la fois et en même temps une onde et une particule, je n'aime pas trop ce. Et après, vous me dites mieux, du moins, vous le dites, quand on fait une mesure, vous projetez. Oui. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est un électron, un photon, mais au moment où on fait la mesure, on mesure une particule ou on mesure une onde. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est avant. On le concrétise. On le concrétise à ce moment-là. Oui. Mais avant la mesure, c'est, on ne sait pas. C'est un pas en fantôme. même temps, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. C'est tout à fait vrai. Je vais un tout petit peu plus loin. Les questions, c'est fini ou non? Donc, moi, j'ai une question. Oui. Sur la taille des atomes, je m'interrogeais au niveau des trous noirs. Parce que au niveau du trou noir, ça devient tellement dense. Est-ce que c'est la taille des atomes qui diminue? Non. Il y a C'est des beaucoup plus électrons grand. qui se rapprochent. C'est beaucoup plus grand qu'un atome.
C'est macroscopique un trou noir. Hein. C'est de la physique. Mais vous savez, effectivement, Einstein, c'est la base des équations d'Einstein, hein, les trous noirs. Et Einstein était il savait très bien la mécanique quantique. Il y a un effet de la mécanique quantique dans les étoiles. C'est celui qui est le plus connu, c'est les naines blanches. Le calcul de l'effondrement d'un soleil sur une naine blanche, lui, il est lié à H-bar. C'est assez étonnant, parce que c'est gigantesque comme objet, et puis ça va devenir un petit objet, et ce qui entre dans cette définition-là, c'est H-bar. Il faut qu'ils se foutent quelque part, les atomes. Et à un moment donné, les atomes, ils peuvent pas, ils sont trop serrés. Et donc, s'ils sont très serrés, ils ont beaucoup d'énergie. Ils émettent beaucoup, donc ils sont comme plus serrés, etc. C'est normal. Et ils font un trou noir. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui est primaire pour reprendre les lois de la physique ou les lois de où ils sont liés? Qu'est-ce qui provient? Si vous voulez comprendre complètement la mécanique quantique, vous pouvez aller chercher ça dans les églises ou ailleurs. Comprendre la mécanique quantique n'est pas à notre portée. Nous ne comprenons que les choses classiques. Ce n'est pas notre portée. Nous ne pouvons pas. Si j'ai bien compris, là, quand on fait l'expérience, qu'on la laisse se faire, ça fait des francs. Le fait de regarder, d'observer, elle va se comporter différemment. Non, le fait que ce soit nous ou pas nous, ça c'est. Mais c'est quoi qui fait que ça se comporte Ah ben c'est que la plaque est une objet classique. C'est sur les propriétés de la plaque. C'est ça, nous, une mesure. C'est l'instrument. C'est l'instrument de mesure. L'instrument. Mais on a un instrument, nous, et ça se comporte différemment. C'est ça? Bah, on a un instrument, on mesure, et ça se comporte différemment que si on n'avait pas mis la mesure. Ah oui, ben là, ça aurait continué surtout. Oui, parce qu'en fait, on la stoppe, du coup, c'est ça? Voilà. En fait, on la stoppe, du coup, on On interfère stoppe à cette onde. la particule, et elle passe pas à travers. va se mettre dans un coin. Elle ne va pas se mettre globalement. Ouais. La physique quantique est vraiment compliquée, c'est que même Einstein ne l'a pas compris. Alors, je vais en parler de ça. Je vais en parler. J'y arrive. C'est incomplet. Oui, il disait que c'était incomplet. Nous allons y arriver dans une seconde. Moi j'ai une question. Oui. Vas-y. Juste un peu, quand ça parlait l'infirmière, nous avons perdu la causalité. Oui. Ben, dans les présupposés kantiens, il y a la causalité. Oui. Eh ben, non. La quantique n'est pas causale, elle est aléatoire. Oui. Elle est aléatoire, mais c'est pas n'importe quel hasard. Il ne faut pas imaginer que ce soit n'importe quoi. Hein. C'est vraiment un hasard calculable. Organisé, très organisé. Bien, ça comprend. Oui. On ne connaît que les interactions entre nos actions et la réalité en soi. Est-ce qu'en multipliant les modes d'interaction, on peut accéder plus loin au réel qui se trouve derrière ces objets? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Mais dès que tu fais une interaction, tu détruis l'onde. Il faut bien voir ça. C'est que dès qu'il y a une interaction, on détruit l'onde. Le co-objet, il arrive sur un instrument de mesure, un instrument de mesure, et il se concrétise là. Et pas là, là. Et dès que c'est fait, c'est fini. Le co-objet n'existe plus. Il y a une particule. Enfin, je fais un parallèle parce que comme je fais la géologie, pour comprendre un site en géologie, on multiplie les interactions, on va multiplier le type d'investigation, oui. Et la somme de ces investigations nous donne des renseignements supérieurs à ce que donne chaque investigation. Ça, sans doute. Est-ce que ça peut être pareil en physique? En multipliant les types d'interactions, on peut accéder à une réalité supérieure? Probablement, c'est-à-dire qu'en faisant beaucoup d'expériences, on peut regarder d'un côté, de l'autre, etc., et observer les projections donc, de cet objet sur des différents instruments de mesure. Ouais.
Ça donne des renseignements. Voilà. C'est pas grave. Hein. Interaction. Le fameux chat. Le chat. Il a bouffé trop de croquettes, celui-là. Miaou. C'est incompréhensible, ce truc-là. Le chat de Schrödinger. Pas d'expérience, oui, mais L'expérience, mais les résultats, oui, c'est un truc de malade. il veut relier le niveau créatif. Voilà. avec le niveau Donc je suis de désolé, c'est un peu long, mais j'arrive pas à le saucissonner de trop. Et là, je suis arrivé à un palier. Après, on va faire ça encore. Après, peut-être qu'on va s'arrêter parce qu'effectivement, c'est trop long. Mais je vous donnerai mon dernier transparent. Non, Oui, mais si, il y a beaucoup de gens qui sont petits. Moi aussi. Le son, le nombre. C'est le nombre, on voit plein de particules. Ça s'appelle des phonons. Au passage, les particules associées à l'onde sonore s'appellent des phonons. Et ça a les mêmes propriétés que les photons. Les particules. Oui. Des interactions phonon-photon, ça existe. Ça se termine en bord. Alors, le chat de Schrödinger. Einstein n'aimait pas du tout la physique quantique. Il disait c'est pas possible, n'est-ce pas? Ou, je ne sais pas qui m'a parlé de monsieur là-bas. Et Schrödinger a proposé l'expérience suivante. Supposez que vous ayez un chat quantique. Vous le mettez dans une boîte. Dans la boîte, il y a un émetteur qui émet des rayons, comment dirais-je, des rayons, je ne sais pas, des X ou des gamma ou n'importe quoi. Et il y a un récepteur qui, si il a reçu suffisamment d'ondes, eh bien, il actionne un marteau. Et le marteau tombe sur une fiole dans laquelle un sadique quelconque, quoique virtuel, a mis un poison. Et donc le chat va mourir. Mais le chat est quantique. Donc, je ne vois pas comment il marche, je ne mesure rien. Il a la possibilité qu'il soit vivant et il a la possibilité qu'il soit mort. Au moment où j'ouvre la case, là c'est projeté sur mes yeux. Et moi je vois soit l'un, soit l'autre. Einstein n'aimait pas du tout l'idée que le chat pouvait être à la fois vivant et mort. On peut le comprendre. Et quand vous serez à la fin de ce que j'aurai raconté, je vous dirai que ça a fait des petits. Alors moi je les ai appelés, excusez-moi, vous allez écouter une primaire, c'est moi j'appelle les objets quantiques qu'on peut fabriquer comme ça à deux niveaux, vivants ou morts, j'appelle des chatons. C'est des chatons de Schrödinger. En fait, ça s'appelle des qubits. Dans ce que vous verrez dans la littérature ici, c'est des qubits. C'est des trucs dans lesquels il y a les deux états en même temps. Désolé pour la politique, mais en même temps. Voilà. Donc ça, c'est le chat de Schrödinger. Bon. Einstein n'était pas content. Donc, il a creusé sa tête, et il était intelligent quand même. Il a creusé sa tête, il a trouvé une expérience de pensée avec deux copains, Podolsky et Rosen. Et ils ont trouvé un test. La dame où des gens ont dit, bon ben si dans le vide, etc., il y a probablement des choses qu'on ne voit pas, c'est tout. Et puis c'est des variables cachées, on appelle ça. Et Einstein a dit, il y a des variables cachées. Donc si vous prenez deux particules, par exemple, bien créées, on n'a pas regardé comment elles sont, mais on sait qu'elles peuvent être, par exemple, soit comme ça, soit comme ça. Et que s'il y en a une qui est comme ça, l'autre est comme ça, bien sûr. Puisque ça, il faut que au départ, ça soit sans rotation. On fait un truc qui soit sans rotation. Donc, les deux objets sont comme ça, ils s'éloignent.
Il s'éloigne, pour les gens qui connaissent un peu la relativité, il s'éloigne dans un intervalle de genre espace. C'est-à-dire que théoriquement, aucune information ne peut passer de l'une à l'autre. Ça, c'est la relativité qu'il dit. La relativité dit qu'on ne peut pas passer ni d'information, ni d'énergie, etc., plus vite que la lumière. La lumière, c'est le top. Ils ont posé ça, ce test, mais le test, c'était un Gedankenexperiment, c'est-à-dire une expérience par la pensée, et donc, c'était pas, à cette époque-là, dans les années 35, c'était pas faisable. Il a fallu attendre 35 ans de plus pour que, dans le labo, pas dans le labo où j'étais, mais dans le labo qui était à côté, un jeune comme moi je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait, j'aurais pris Nobel. Un jeune comme moi s'aperçoit qu'il peut faire l'expérience. Il peut faire une certaine expérience qui est liée à ça, et qui va lui montrer si oui ou non les particules loin sont dans le même objet, ça viole la relativité ou non. C'était ça le guess. Donc, on prend deux particules comme ça, on en mesure une ici, on la trouve comme ça. Ici, théoriquement, la mécanique quantique veut dire qu'elle est comme ça. Elle est comme ça. Dès qu'on a trouvé ça, on a ça. Grosso modo, le quantum, c'est matérialisé de cette façon-là. Si on l'a trouvé comme ça, c'est de l'autre côté. Et Einstein disait non, c'est à longue distance, ça viole la relativité, donc il doit y avoir des variables cachées qui vont empêcher ça. Et on va avoir ça d'un côté, puis là ça va être n'importe quoi, puisqu'il aura touché quelque chose. Une variable cachée quelconque. Et à l'ASP, c'est dit, je sais pas, à l'ASP. Alain Aspect a fait l'expérience et il s'est avéré que Einstein avait tout faux. Il a pu mesurer les corrélations. Et les corrélations sont comme ça. La mécanique quantique, l'objet quantum, il n'est pas local. Il n'y a pas de particules dans le quantum au départ. C'est quand on le mesure qu'il y a une particule. Mais il n'y a pas. Et ça, le fait de faire ça, en fait, ne viole pas vraiment la relativité parce que ce n'est pas une information. On le sait de loin, encore faut-il savoir qu'il n'y a pas eu de problème derrière, etc. C'est cette expérience qui lui a valu quand même un certain nombre de temps, parce que 70 à 1920, en 2020, c'était donc 50 ans. Il a fallu 50 ans pour qu'il ait le prix Nobel, mais il faut bien dire que quand même, à partir de ce qu'il a fait, des chatons de Schrödinger, eh bien, il y a toute une industrie qui est partie. L'industrie des ordinateurs quantiques. Et l'industrie aussi, ça j'aime bien aussi, c'est de la cryptologie. Des gens qui veulent faire des secrets, transmettre des secrets. Vous utilisez tous la cryptologie, puisque vous allez regarder des sites internet, et vous avez vu, il y a un type S. HTTPS. S, ça veut dire secure. Ça veut dire que les choses sont touillées avec un code, et puis vous avez la clé du code, votre ordinateur a la clé du code, donc il peut les détouiller. Mais personne d'autre peut les détouiller théoriquement. Donc, quand les gens du Nobel sont aperçus que ça faisait monter une industrie, etc., ils ont dit quand même c'est important. Et ils ont donné le prix Nobel en 1922. En 2022. Oui, c'est mieux. C'est mieux, oui. S'il vous plaît, ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, oui. C'est ça? L'intrication quantique. Il y a deux particules qui s'éloignent à la vitesse de la lumière. Normalement. Un objet composé de deux particules. Ouais. Donc, l'intrication quantique. Voilà. La même
c'est un objet, c'est un co-objet. Il s'étend. On va le mesurer là, et ça sera corrélé. Même si c'est très loin, on aura une corrélation. Mais on n'a plus les mesures. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Personne n'est capable de l'expliquer pour l'instant. Ah si, on l'explique très bien en physique quantique. Ça n'a aucun problème. En physique quantique, elle est nette pour ça. Ça marche. Ah, mon regretté maître que j'ai jamais... Si je l'ai vu une fois, mais en fait c'était le maître de tout le laboratoire, etc. Qui était Richard Feynman. Quelqu'un... peut-être quelques-uns on en a parlé. Oui, il avait dit à la fin d'un cours, si quelqu'un a compris ce que j'ai raconté, c'est qu'il n'a rien compris à la mécanique quantique. Donc je préfère vous laisser, je vais arrêter parce que je suis vraiment fatigué maintenant. Je préfère, à mon âge quand même, ça fait 25 ans que je n'ai pas donné de cours. Comment dirais-je? Je sais plus. L'objet. Le qubit. Oui, Heisenberg. Vous y arriverez pas. Les lasers aussi, j'aurais pu vous expliquer comment fonctionne un laser. Vous voulez savoir comment fonctionne un laser? Oui. Alors les lasers, c'est des photons. Les photons, vous avez commencé à faire l'habitude. Vous prenez une boîte de cette taille-là, à peu près. Oh, ça peut être plus petit, les lasers. Vous en avez qui sont des petits stylos, ça peut être tout. Vous mettez dedans un milieu. C'est-à-dire soit un cristal, soit du gaz, soit un autre gaz, soit un troisième gaz, etc. Des deux côtés, vous avez des miroirs des miroirs. Il y en a un qui est semi-transparent, on verra pourquoi, et l'autre qui n'est pas du tout transparent. Vous envoyez sur ce truc-là des excitations lumineuses, de la lumière par exemple, assez violemment. Donc les atomes qui s'étaient coincés là-dedans, ils montent sur leur niveau supérieur, et stock, ils redescendent. Donc ils émettent de la lumière. Mais une lumière, si vous vous arrangez bien, c'est une lumière qui a une seule longueur d'onde. Cette lumière, elle part. Alors celle qui part comme ça, elle est coincée, elle s'évanouit dans le tube. Mais l'autre, elle va jusqu'au miroir, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart, etc. Et au passage, il y avait un autre atome qui était un peu excité. Quand le photon arrive tout près, un collègue, et hop, elle part avec. C'est une des propriétés qui vient des photons ont cette propriété-là. Ils aiment bien être ensemble. Donc il y a deux photons qui se promènent, qui font l'aller-retour, 3, 5, 1000, 1, 10 puissance 23, 1,023, etc. Photons qui sont dans le même état et qui oscillent comme ça. Et de l'autre côté, l'autre miroir, il est semi-transparent. C'est-à-dire qu'il laisse passer la lumière. Il laisse à moitié passer la lumière. Donc, il suffit de continuer à chauffer le truc, à l'éclairer, ou à l'exciter. Il y a des photons qui partent, on s'en fiche, puisqu'on en crée tout le temps. Et ça devient un système continu. Et c'est comme ça que ça marche. Et là, pour les musiciens, l'effet est strictement le même que quand vous arrivez dans un chœur, excusez-moi, il y a quelques musiciens ici, quand vous arrivez dans un chœur à faire partir tout le monde ensemble, ça multiplie par 2 la puissance du chœur. Parce qu'au lieu d'ajouter des intensités, on va ajouter des ondes, des amplitudes. C'est pas logarithmique? Non, c'est pas logarithmique. C'est vraiment le carré. Au lieu de faire d'ajouter des intensités, comme dans une lumière thermique, on ajoute des amplitudes, puisqu'ils sont dans la même, dans la même onde. Et les amplitudes, vous prenez le carré après. Donc, c'est deux fois plus important. Donc, un chœur, on a bien... Le fait de démarrer exactement ensemble est extrêmement important pour le chœur. C'est pour ça que j'appelle les exercices, quand on fait ça en chœur, j'appelle ça régler le laser. Mais c'est rarissime. Oui, c'est pas très souvent, effectivement, qu'on y arrive. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore?
Vous n'êtes pas fatigué, non? Vous êtes fatigué? Vous en voulez encore? Encore. Ah oui, alors les lasers, avec les lasers, vous en fabriquez de toutes les couleurs, ça dépend du gaz que vous utilisez. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de laser, mais ça, on voit les tubes, et puis là, c'est le petit trou pour le semi-transparent, et ça passe. Est-ce que ça a répondu à la question laser? Oui, ça va. C'est vraiment une propriété quantique. C'est le fait que des photons aiment bien être ensemble. Et ça vient de... Je vais finir par donner toute la conférence. Ça vient de M. Bose. M. Bose était un étudiant indien. De ce temps-là, l'Empire anglais existait encore, je crois, plus ou moins, 1925. Il existait encore. Et donc, M. Bose, dont le prénom... Monsieur Bose, donc, avec un prénom que je ne saurais vous dire, eh bien, il travaille sur ces particules, les particules qui ont un spin entier. Vous savez, c'est 1 pour le photon, 0 pour un atome, 2 pour des atomes excités, et ça peut être 5, 6 pour des atomes excités. Et il s'aperçoit que ça a des propriétés statistiques particulières parce que ces particules aiment bien être ensemble. Plus elles sont ensemble, plus disons, ce qu'on peut être, c'est pas elles aiment, hein, ça c'est le ratin, c'est la probabilité qu'on les trouve ensemble augmente avec le fait qu'elles soient ensemble. Et ça produit donc le laser, mais ça produit aussi les supraconducteurs et les superfluides. Les superfluides se mettent, vous descendez la température de l'hélium très très bas, de telle façon que les interactions thermiques dues à la chaleur soient plus basses que les interactions quantiques. Alors il faut aller très bas, 260, moins 260, 14. Voilà, c'est une condensation de Bose-Einstein. Voilà, c'est en fait toutes les particules se retrouvent dans le même état, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on a raconté tout à l'heure pour le classique. Elles sont dans le même état en même temps. C'est un gros quantum. Il est énorme le quantum. Et le prix Nobel qu'on vient de recevoir pour un Français il y a 2 jours, c'était pour avoir réussi à faire avec des supraconducteurs le fait de traverser un mur, l'effet tunnel. En mécanique quantique, si vous mettez une particule d'un côté d'un mur, elle peut très bien passer de l'autre côté, mais c'est très rare. Et ça peut être très rare. Ça peut être extrêmement rare, tel qu'on ne le voit jamais. Par contre, si vous avez un supraconducteur, eh ben, ça peut traverser. Parce que c'est énorme, un supraconducteur. C'est un truc, c'est un quantum avec 10 puissance 23 particules de... Des millions de particules, des milliards de particules dedans, dans ce quantum-là. Tout simple, un quantum, un seul. Et bien, ce quantum-là, il a des propriétés telles que c'est comme une onde optique. Et il peut traverser, il peut faire la même chose que traverser dans la lumière, vous avez ça aussi. La lumière, vous savez, si vous envoyez une onde sur la surface de l'eau comme ça, elle est réfléchie. Mais par contre, si vous allez tout près, vous voyez qu'un petit endroit où elle traverse un peu. Et si vous collez un autre truc, ben, elle va traverser. C'est un peu ce qu'on appelle. C'est une propriété de la lumière dans la matière. Et c'est ça qui permet, parce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de passer, mais ils passent quand même, un petit peu. Et ça se gère, et ça sert pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques travaillent, au lieu d'avoir des bits d'information, 0 ou 1, et de faire travailler les bits d'information dans votre ordinateur, ce que vous faites avec votre portable, ces bits d'information, vous les remplacez par ce qu'ils appellent des qubits. Moi, j'appelle ça des chatons de Schrödinger. C'est moi, hein, vous ne trouverez pas ça ailleurs.
dans la nature. Mais je trouve ça joli, parce que c'est exactement ça, c'est des particules qui sont à la fois dans un état 1 et dans un état 0. Et avec une probabilité qu'on peut organiser. On peut s'arranger pour qu'il y en ait un quart dans l'état 1, trois quarts dans l'état 0, etc. Ce qu'on appelle l'état 1 et l'état 0, c'est des états fictifs. Hein. C'est des positions sur... Pour les atomes, c'est des niveaux d'énergie. Voilà. Et donc, avec ça, on imagine arriver à faire des ordinateurs qui font des calculs en parallèle, puisqu'il y a toutes les possibilités entre 0 et 1. On peut faire ce qu'on veut entre 0 et 1. Donc on peut imaginer que c'est comme s'il y avait, je sais pas, des millions d'ordinateurs les uns derrière les autres qui faisaient des calculs parallèles. Et ça va vite. Hein. Je crois que je suis arrivé au bout de mes possibilités. Bravo. Merci beaucoup. Alors il y a un petit peu des choses.